Chers auditeurs, nous poursuivons notre cheminement vers la période actuelle. Nous avons parcouru à grandes enjambées, bien sûr, plusieurs siècles d'histoire de l'islam comme religion et de l'histoire des sociétés et de la culture dans les sociétés musulmanes en général, et nous avons un peu plus insisté sur le monde arabe et les sociétés arabes, parce que nous ne pouvons pas malheureusement couvrir l'ensemble des sociétés complexes et surtout les sociétés qui sont éloignées de l'histoire et de la culture et de la compréhension de la religion dans le monde méditerranéen. Parce que, initialement, l'islam est né dans ce monde méditerranéen, comme je l'ai expliqué dans plusieurs interventions jusqu'ici. Nous sommes arrivés maintenant à une date extrêmement importante qui est 1945. 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a ébranlé considérablement toute l'Europe, mais aussi l'Amérique et évidemment, mais à un moindre degré, les empires coloniaux. Les empires coloniaux britanniques, hollandais et français surtout, dans la Méditerranée, et la fin de la guerre va ouvrir la période des luttes menées par les mouvements nationaux de libération, des luttes pour sortir du système colonial. Et immédiatement après 1945, il y a plusieurs pays qui se libèrent, comme l'Indonésie en 1947, et comme le Pakistan, dont j'ai déjà parlé, qui se sépare de l'Inde, comme je l'ai expliqué, qui devient un État comprenant à la fois le Bangladesh, qui est très loin géographiquement du Pakistan, et qui, comme je vous l'ai expliqué, va connaître une scission en 1971. Mais il y a un autre événement que je ne peux pas évidemment oublier, c'est la création de l'État d'Israël en 1947. La naissance de cet État créé par les Nations Unies va ouvrir une ère de conflit, de guerre que nous vivons encore, nous n'en sommes pas sortis, et malheureusement ces guerres, on a beaucoup écrit, on a beaucoup expliqué, mais il reste encore beaucoup à expliquer sur ces guerres, et il faut surtout retenir que ces guerres sont des guerres d'abord politiques, combat pour un territoire, le partage d'un territoire, mais des considérations religieuses se mêlent à ces combats politiques, et c'est ce point de confluence entre le rôle des religions, l'islam et le judaïsme, comme référence, comme point d'appui de la revendication des territoires qui reste encore insuffisamment expliquée, insuffisamment analysée, parce qu'elle est intimement mêlée aux combats politiques. Or, les combats politiques sont du côté de ce qu'on appelle l'idéologie de combat, tandis que les religions, elles ont deux faces, et nous le constatons tous les jours aujourd'hui, la face de la spiritualité, la face de la connaissance de Dieu, la face du rapport des hommes à Dieu tels qu'ils sont enseignés dans les livres où nous trouvons depuis la Bible un cheminement du rapport entre les hommes et Dieu qui se révèle progressivement à travers la voix des prophètes. Ça, c'est la dimension strictement religieuse. Et il y a la dimension politique qui n'est pas apparue, évidemment, seulement dans les temps modernes. Elle a toujours existé, et il y a là un problème sur lequel je n'ai pas pu vous parler encore, parce que c'est un problème difficile à expliquer, mais il faut en dire un mot parce qu'il est de grande actualité, parce qu'il touche à un point névralgique de la situation aujourd'hui de l'immigration musulmane en Europe, mais aussi il touche profondément
toutes les sociétés musulmanes dans toute la Terre, sur tout le globe, parce que c'est un problème qui intéresse l'ensemble des sociétés humaines. Ce problème, c'est comment séparer le pouvoir spirituel que représentent les religions, pouvoir spirituel et aussi autorité morale, enseignement des valeurs morales, d'une part, et puis la vie politique des citoyens, d'autre part. Elles ont été mêlées dans toutes les religions et dans l'histoire de toutes les sociétés. C'est pour cela que le problème aujourd'hui se pose dans toutes les sociétés. Et un des points de la modernité dont nous avons parlé, c'est précisément la solution, ou plutôt la décision imposée historiquement dans les pays européens, à partir des révolutions anglaises, américaines et françaises, une décision politique qui consiste à créer un État souverain politiquement, indépendant de toute référence aux enseignements de la religion. On crée des institutions nouvelles et un droit nouveau qui consiste à créer des États politiquement souverains, c'est-à-dire fondés sur le suffrage universel du peuple qui s'exprime lors de chaque élection pour envoyer au Parlement des représentants qui vont assumer ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif confié au Parlement des députés élus et le pouvoir judiciaire qui appartient à la magistrature indépendante de l'exécutif de l'État, mais évidemment chargé d'appliquer la législation, les lois votées par le Parlement. Mais les magistrats restent indépendants dans l'exercice de leur métier propre, et cette division des pouvoirs est une conquête démocratique extrêmement importante, parce que jusqu'à nos jours, nous trouvons des régimes où cette séparation est loin d'être réalisée et elle est loin d'être respectée. Je reviendrai sur ce point parce que je voudrais bien que tout le monde comprenne l'enjeu considérable de ce qui se passe en Europe, parce qu'au lendemain des indépendances, nous allons voir surgir des États qui vont avoir la responsabilité, justement, d'introduire ces institutions démocratiques nouvelles, mais ces institutions démocratiques n'ont pas de référence dans l'histoire de l'État, dans les pays musulmans, et dans le droit musulman tel qu'il a été appliqué depuis la création du califat jusqu'à nos jours. Et ceci est très important parce que Atatürk, en 1924, a ressenti le besoin d'abolir complètement le régime ottoman, qui était un régime de sultanat et pas de califat. Ça aussi, c'est une distinction très importante à l'intérieur de l'islam, parce que le califat, théologiquement, c'est le vicaire, le successeur du prophète lui-même, qui a la charge de veiller à ce que la loi islamique soit appliquée dans toutes les sociétés musulmanes. Mais le calife lui-même n'a pas autorité d'intervenir dans la construction de la loi musulmane, de la charia, et de discuter de l'élaboration des ahkam shar'iyya, comme on les appelle en arabe, et ça aussi c'est très important. Le calife a le pouvoir seulement de faire appliquer par la magistrature la charia qui ne dépend pas des hommes. Ce ne sont pas les hommes et la souveraineté populaire qui intervient pour la construction de la loi et pour le pouvoir exécutif. Donc là, il y a quelque chose qui se passe et qui, jusqu'à présent, brouille complètement les relations des pays musulmans avec l'Europe ou l'Occident d'une façon générale, mais c'est une situation qui brouille aussi les rapports entre les citoyens actuels des pays musulmans, car parmi les citoyens des pays musulmans, il y en a qui ont fait du droit, qui ont fait par conséquent des études pour comprendre
la genèse des États-nations en Europe sur la base de la séparation des pouvoirs et du suffrage universel, et cette partie des citoyens dans les pays musulmans souhaiterait justement appliquer dans les régimes actuels des pays musulmans cette règle ou cette avancée vers un État démocratique moderne qui fasse la séparation, comme en Europe, entre les instructions de la religion qui concernent la conscience de chacun et puis la gestion de l'espace citoyen des sociétés. Je reviendrai encore sur ce point pour l'expliquer davantage parce que ça concerne encore une fois toute la vie à la fois politique, religieuse et culturelle des sociétés musulmanes contemporaines. À demain.